Bonjour et bienvenue dans Reporter. Que se passe-t-il au Chili ? Il y a ce que l'on sait, dans les rues de Santiago, comme dans celles de multiples autres capitales, une population tout entière semble saisie de dégagisme, avec son cycle habituel, manifestation, répression. Ce que l'on sait moins, c'est que le Chili est depuis la dictature d'Augusto Pinochet le laboratoire, voire la vitrine, d'une doctrine économique ultralibérale, celle de l'école de Chicago de Milton Friedman. Un État réduit à la portion congrue et des pans entiers de services dits publics, transport, santé, éducation, livrés au secteur privé. Nous retrouverons Paul Cabanis. Paul, vous êtes revenu à Rio après ce reportage que vous avez réalisé à Santiago. On sent bien qu'au-delà de la demande du départ, du dégagisme du gouvernement actuel, c'est tout un système qui est mis en cause aujourd'hui. Oui, exactement. C'est tout le système économique qui est remis en cause. Parce que depuis les années Pinochet, le Chili a construit sa croissance sur la libéralisation totale du marché. Vous l'avez dit, c'est tous les services de l'État qui ont été privatisés, l'eau, les transports, l'éducation, la santé, les retraites. Et c'est pour cette raison que ce système fabrique des inégalités. Parce que par exemple, un jeune de classe moyenne n'aura pas le même accès à l'université qu'un jeune de l'élite. Alors dans les rues, le slogan des manifestants, c'est « Le Chili s'est réveillé ». Car après 40 ans de néolibéralisme au bénéfice des riches, les Chiliens demandent un changement radical de ce système. On va le voir tout de suite avec ce reportage que vous avez réalisé à Santiago et à Valparaiso avec Ingrid Piponio. C'est une scène devenue habituelle dans le centre de Santiago. Tous les jours, depuis un mois, la Plaza Italia est prise d'assaut par des centaines de milliers de manifestants qui s'en prennent au fondement même de leur société. C'est tous les jours le même scénario. Aux revendications des infatigables manifestants, l'État chilien répond par la force et disperse la foule à coups de jets de gaz lacrymogène. Et voilà la seule réponse qu'on a de l'État. On n'en serait pas là s'il nous assurait la santé, la sécurité, l'éducation et des bons boulots. Attention, pousse-toi. Les manifestants tentent de résister à la fumée asphyxiante. Mais peu à peu, les esprits s'échauffent et la place se vide. Restent les plus radicaux, pour la plupart, de jeunes étudiants, prêts à en découdre avec les forces de l'ordre, malgré la violence de la répression. Attention, ils avancent. Julie est l'une des rares activistes qui osent braver les forces de l'ordre. Le matin, elle est vendeuse dans un magasin d'un quartier huppé de Santiago. Et l'après-midi, elle se plonge dans les manifestations pour documenter les bavures policières. Tu as vu comme ils lui ont tiré sur le torse ? C'était directement en plein torse. Les policiers n'hésitent pas à tirer à bout portant avec des projectiles anti-émeute. Julie enregistre leur matricule puis récupère les cartouches qu'ils laissent sur leur passage. C'est avec ça qu'ils répondent à ceux qui sortent manifester en tapant sur des casseroles et certains jeunes qui jettent des pierres. Depuis le début des contestations, les violences ont fait plus de 1500 blessés et 20 morts, dont au moins 5 abattus à balles réelles par les forces de l'ordre. Sans compter les 4300 arrestations musclées et souvent arbitraires. Tu veux l'accompagner, toi ? Allez, on t'embarque. Bavures, passage à tabac. De graves violations des droits de l'homme sont quotidiennement dénoncées depuis le début des contestations. Que deviennent ces manifestants une fois arrêtés ? Dans la périphérie de Santiago, nous avons rendez-vous avec un jeune homme de 33 ans. Il s'appelle Ignacio et il est aujourd'hui traumatisé.
Vous avez vu la vidéo d'Ignacio? Ses amis ont filmé son arrestation alors qu'il participait à une marche pacifique dans son quartier. Ils m'ont caché derrière leur fourgon pour me torturer sans que les gens voient. Ils m'ont frappé, frappé, frappé. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Tabassé pendant 20 minutes, Ignacio s'en est sorti avec des hématomes, une dizaine de points de suture sur le crâne et une entorse au poignet. Le jeune homme travaille aujourd'hui comme vendeur dans un magasin d'animaux et habite chez son père. Son salaire ne lui permet pas de payer un loyer. J'ai vu une vidéo sur internet d'un jeune homme torturé qui trébuche en sortant d'une camionnette. Et tout à coup, j'ai reconnu mon fils. J'ai eu l'impression de revivre le coup d'État de 1973. À l'époque, il l'aurait directement tué. Comment peut-on être aussi cruel entre concitoyens ? Ignacio et son père ont décidé de porter plainte auprès de l'Institut national des droits de l'homme, un organisme créé au lendemain de la dictature pour juger les crimes commis par les forces armées. Je vais interdire aux policiers de s'approcher de chez toi et je vais aussi te donner un téléphone. Tu pourras l'utiliser en cas d'urgence si jamais tu reçois des menaces pour avoir dénoncé ce cas de torture. Des mots et des méthodes qui rappellent la dictature. 30 ans plus tard, le Chili fait à nouveau face aux fantômes de ces années sombres. On a beaucoup de cas de gens tabassés, d'agressions sexuelles, d'arrestations arbitraires, et même de gens qui ont été arrêtés et qu'on n'a toujours pas retrouvés, des disparus. Depuis le début des contestations, les avocats de l'Institut ont introduit près de 200 procédures judiciaires. Malgré une répression sans merci, les manifestations continuent de gagner en intensité dans tout le pays. À Valparaiso, la deuxième ville du Chili, le siège du Sénat est aujourd'hui barricadé et encore fumant. Les politiciens conservateurs, alliés du président Piñera, tentent d'apaiser la situation avec des mesures palliatives. C'est un projet de loi qui gèle les tarifs d'électricité pour compenser l'importante augmentation des prix qu'on avait prévue. Le pays est fracturé. Ce n'est pas seulement une fracture économique et sociale, il y a aussi la pire des inégalités, celle du manque de respect, comme on le voit dans les manifestations violentes. Mais derrière d'apparentes concessions, les politiciens conservateurs tiennent un discours de fermeté. Là, il y a une manifestation. D'ici, on a un bon angle de vue. On ne peut pas descendre car ils attaquent la presse et les parlementaires. Il faut faire très attention. Scandalisé par les actes de vandalisme, ce sénateur fait la sourde oreille aux revendications de la rue. Il préfère nous montrer cette cathédrale saccagée lors d'une manifestation. Regardez, les anarchistes ont écrit que la seule église qui illumine, c'est celle qui brûle. Ces gens-là sèment le feu, la terreur. Pour Kenneth Poog, les dégâts provoqués par les manifestants justifient pleinement la répression policière. Moi, j'avais 13 ans lors du coup d'État en 1973. Effectivement, à cette époque, le gouvernement était autoritaire. Mais on n'a jamais vu de tel niveau d'agressivité dans les manifestations. Et bien sûr, quand des foules aussi agitées lancent des pierres et des cocktails Molotov, on est obligé de les contenir. Dans la rue, les manifestants réclament de profondes réformes du modèle économique ultralibéral
et l'abolition des privilèges. Car au Chili, 1% de la population détient les 30% des richesses. Valparaiso a ainsi connu un boom de l'immobilier qui a souri à quelques investisseurs. On vient d'acheter toutes ces collines, jusqu'au bout là-bas. Fernando a fait fortune dans l'immobilier. Cet entrepreneur a bénéficié de la croissance chilienne et de l'absence d'impôts sur les grandes fortunes. Aujourd'hui, il craint pour la stabilité de l'économie nationale. Personne ne s'y attendait. On pensait être dans un pays tranquille, la meilleure économie d'Amérique latine. Ça nous a évidemment affectés. La production tourne au ralenti. Le week-end, Fernando se rend ici, dans sa propriété de 240 hectares, à 1h30 de Santiago. Issu d'une famille de grands entrepreneurs, il maintient la tradition et travaille avec ses 3 enfants. Mais même dans les cercles privilégiés, les manifestations ont ouvert le débat sur la viabilité du néolibéralisme à la chilienne. Il faut dire qu'on a quand même tout privatisé. Les routes, l'eau, l'électricité. Bon, la privatisation a quand même de bons côtés. Elle nous a donné beaucoup de croissance. Après, c'est vrai qu'elle peut être injuste pour certains. Mais je ne pense pas qu'il faut toucher au libre marché. L'État ne peut pas faire des cadeaux aux gens. Il vaut mieux leur donner les outils pour qu'ils puissent générer de la richesse. Pour régler la fracture sociale, l'élite économique sera-t-elle prête à faire des concessions? Retour près de la capitale, à Quilicura, une ville dortoir. C'est ici que vit la famille Herrera, l'une des laissés-pour-compte de ce modèle économique. Ici, tous les restes sont réutilisés, rien ne se jette. Comme beaucoup de Chiliens, cette famille de la classe moyenne s'est endettée. Retraite, santé, éducation, au Chili, tout est privatisé. Avec 4 enfants et sans emploi, les Herrera doivent 270 000 € à la banque. On a dû hypothéquer la maison. En ce moment, je suis en train de payer la moitié de ma dette. Par contre, l'autre moitié, je ne sais pas quand je vais y arriver. Un foyer sur 3 n'a pas les moyens de rembourser ses prêts à la banque et se trouve surendetté. Pour le grand-père, la situation s'est considérablement détériorée. Même mourir, c'est devenu trop cher au Chili. Tu dois acheter l'emplacement de ta tombe à crédit. Et si tu ne payes pas tes mensualités, on te déterre et on te jette dans une fosse commune. Ils font même du business sur les morts. Chaque semaine, depuis le début de la contestation, la famille Herrera continue de partager son ras-le-bol avec des centaines de milliers d'autres Chiliens. Et les gaz lacrymogènes ne leur font plus peur. Ils essayent de nous faire taire, car ma génération a longtemps vécu dans le silence et la peur. On se bat pour des revendications légitimes. En fin de compte, c'est nous qui formons cette nation, pas ceux qui la dirigent depuis là-haut. Ils veulent juste se maintenir au pouvoir, et c'est triste de penser qu'ils vont continuer à nous réprimer au lieu de nous écouter. Mené par une partie de sa jeunesse, le Chili est entré en fronde. La population exige désormais la démission du président Sebastián Piñera. Malgré les concessions du gouvernement et la démission de plusieurs ministres, la colère n'est pas retombée. Le mal est sans doute trop profond. On retrouve Paul Cabanis à Rio de Janeiro. Paul, on a bien senti au fur et à mesure de votre reportage que le problème clé, ce sont les inégalités. Quelles sont les statistiques? Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu les chiffres qui justifient, qui légitiment cette colère? Oui, le Chili est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Et les chiffres sont très parlants. C'est 50% des plus pauvres qui n'ont que 2% des richesses,
alors que face à eux, 140 Chiliens concentrent 20% des richesses. Ces inégalités sont trop criantes et c'est ce qui pousse des manifestants à se radicaliser, à aller piller les symboles et incendier les symboles du capitalisme. Des banques, supermarchés, mais aussi des commerces de petits entrepreneurs. À Valparaiso, dans une rue dévastée par ces pillages, nous avons rencontré ces petits commerçants. Ils portent des gilets jaunes en signe de ralliement et même s'ils soutiennent dans la majorité les revendications, ils sont désespérés par les dégradations. Hier, le magasin au coin de la rue a brûlé. On était tous présents. Ils sont venus, ils nous ont menacés en nous disant qu'ils allaient tout brûler et ils l'ont fait. 4 de nos voisins ont tout perdu. Ils se sont retrouvés à la rue, sans rien. Ce bijoutier, il a quel âge? 70, 80 ans? Il est à la rue maintenant. On fait des rondes de nuit et on est obligé d'être armé. Quand on dit armé, c'est avec des bâtons. Des bâtons, des barres de fer, tout ce qu'on trouve. Ce ne sont que quelques voyous, mais ils font beaucoup de dégâts. Et surtout, ils éclipsent toutes nos revendications, tout notre mouvement social. Nous, on est vraiment désespérés. Paul, la colère de ces manifestants se dirige vers le gouvernement qui est conservateur depuis un peu moins de 2 ans. Mais dans les années précédentes et pendant près de 10 ans, c'est la gauche qui a gouverné au Chili avec une présidente qui s'appelait Michelle Bachelet. Est-ce que le curseur des inégalités sous la gauche n'a pas quand même bougé un peu ? Oui, lors de sa réélection en 2014, la socialiste Michelle Bachelet portait un immense espoir de changement. Il y a eu des très grandes manifestations étudiantes une année auparavant et les Chiliens voyaient en elle l'occasion de solder une bonne fois pour toutes l'héritage néolibéral de la dictature. À l'époque, son programme électoral, c'était 50 réformes en 100 jours. Réécriture de la Constitution, gratuité de l'enseignement supérieur, réforme des retraites, augmentation de l'impôt sur les sociétés, des mesures structurelles très ambitieuses mais qui n'ont pas pu voir le jour. En cause, le ralentissement de la croissance et un blocage politique au Congrès. Alors au terme de son mandat, en 2018, c'est Sebastián Piñera qui a été lui réélu